Vois-tu, Lou, ce n'est pas uniquement une question de fluide, mais aussi de structure qui va le retenir dans les mitochondries. Oui, mais professeur, qu'est-ce qu'il peut? Je ne Bien, comprends bonjour. pas. Bonjour, professeur Jekyll. Bonjour Jekyll, quelle nouvelle nous apportes-tu ce matin? Je vous ai apporté une invitée. Je vous présente mademoiselle Henrichmeier. Hallo, Sie können mich auch Anna nennen. Ah oui, elle est allemande et vous pouvez l'appeler Anna, je crois que c'est ce qu'elle vient de dire. Oh, mais je parle couramment allemand. Je vais pouvoir vous aider à traduire si vous le souhaitez. Votre café habituel, professeur. Merci, merveilleuse idée. Bon, bien. Je vous dérange pas? Non? Bon. Nous avons eu l'occasion incroyable de prouver la présence et la circulation de l'électricité dans le corps humain, grâce à cette magnifique personne. Approche, Anna, approche. Ich komme gleich. Il me semble qu'il faudrait trouver un meilleur moyen d'aborder le sujet, professeur. Je suis persuadée, comme vous, qu'il existe un influx électrique dans le corps. Donc, considérant cette hypothèse, Lou, On pourrait peut-être formuler ça sous la forme d'une autre recherche. Par exemple, quel est l'influx de l'électricité sur le fonctionnement cardiaque? brillant! Mais il faudrait en premier lieu définir la structure du cœur. Enchaîner sur la preuve de cet influx électrique. Et enfin finir sur la dangerosité de cet influx grâce à cette jeune personne. Genau, super. Ich bin ein bisschen gestresst, aber das scheint interessant zu sein. Lou, Ah, elle vient de dire qu'elle était un peu stressée mais que ça avait l'air très très intéressant. Bien, nous allons finalement trouver la solution à notre problème. Hyde, c'est ton domaine, je te laisse t'en charger. qu'avons-nous là? Oh, ça me semble parfait. Une petite expérience s'impose. Peux-tu sortir le matériel de dissection, Lou? Tout de suite, professeur. Pour cette expérience de dissection d'un cœur de porc, nous aurons besoin d'un cœur de porc, mais aussi d'une cuvette à dissection avec un scalpel, des ciseaux et une sonde cannelée. Nous pouvons commencer par repérer les différents éléments du cœur avant la dissection. À l'aide de 4 pailles de 2 couleurs différentes, nous avons représenté la circulation du sang pauvre en dioxygène en bleu et le trajet du sang riche en dioxygène en rouge afin de les suivre plus facilement. On peut ici voir le sillon interventriculaire qui sépare le cœur droit ici du cœur gauche là. On peut également voir l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Nous commençons par insérer la sonde cannelée dans l'artère pulmonaire afin d'ouvrir la cavité du ventricule droit. À l'aide d'un scalpel, on découpe le cœur en suivant le trajet de la sonde le long du sillon interventriculaire. Une fois le ventricule droit ouvert, on insère la sonde cannelée dans la veine cave supérieure et on découpe le long de la sonde cannelée afin d'ouvrir la cavité de l'oreillette droite. On passe maintenant à l'ouverture du ventricule gauche du cœur en suivant le même schéma de découpe. On insère la sonde cannelée dans l'artère aorte jusque la pointe du cœur, puis on découpe le long de celle-ci à l'aide d'un scalpel afin d'ouvrir la cavité du ventricule gauche. On peut observer l'emplacement de l'oreillette gauche. La valvule mitrale est également clairement visible, tout comme l'emplacement du ventricule avec le tissu myocardique. Du côté droit, la valvule tricuspide est également très visible, ainsi que le tissu myocardique très épais à gauche de l'image. Nous allons pouvoir passer aux explications scientifiques, théoriques et au schéma. Tu vas m'aider, Lou. Tout de suite, professeur. Alors, sur ces schémas, si je ne me trompe pas, on peut voir la structure du cœur ainsi que le fonctionnement de la circulation sanguine. Mais pouvez-vous l'expliquer, professeur? Tout à fait, Lou. Alors, j'ai représenté en bleu le schéma du sang pauvre en dioxygène et en rouge le trajet du sang riche en dioxygène. Alors, comme je l'expliquais durant l'expérience, la circulation sanguine se fait de façon très organisée. Elle arrive par les veines caves inférieures et supérieures, se retrouve ensuite dans l'oreillette droite, c'est la diastole auriculaire. L'oreille droite ensuite se contracte, c'est la systole auriculaire. Le sang passe ensuite dans le ventricule droit, c'est la diastole ventriculaire qui se contracte à son tour et c'est la systole ventriculaire. Le sang passe alors dans les artères pulmonaires, c'est la petite circulation. Il arrive ensuite dans la partie gauche du cœur, il passe dans l'oreillette gauche sur le même principe, puis dans le ventricule gauche et ressort pour réalimenter tous les organes du corps qu'on appelle la grande circulation. Je vois. Et évidemment, ça correspond aux 2 battements du cœur. Et s'il n'y en a que 2, c'est que les 2 cœurs fonctionnent en même temps. Ainsi, quand l'oreillette droite se contracte, l'oreillette gauche fait de même. Et de même pour les 2 ventricules. C'est exact, Lou. Et
il doit exister des sortes de bouchons, ici et ici, pour empêcher le sang de refluer dans les veines lors de la systole auriculaire et pour empêcher le sang de refluer dans les oreillettes lors de la systole ventriculaire. Et si je ne me trompe pas, on appelle ces bouchons des valvules. Il en existe 4, les valvules auriculo-ventriculaires. Dans le ventricule droit, on l'appelle la valvule tricuspide et dans le ventricule gauche, la valvule mitrale. Et ensuite, il existe 2 autres valvules qu'on appelle la valvule aortique à gauche et la valvule pulmonaire à droite. C'est cela ? Oui, c'est exact, Lou. Néanmoins, je suis encore ta professeure et il y a un sujet que tu n'as pas abordé, c'est le tissu myocardique. Peux-tu m'en dire plus ? J'en ai le souvenir, nous en avons déjà parlé, mais je n'ai pas les connaissances nécessaires, professeur. Le myocarde est le tissu musculaire du cœur. Il est composé des cardiomyocardes qui sont des cellules musculaires spéciales. Elles ne peuvent ni se tétaniser ni prolonger une contraction. Et s'opposent aux muscles striés squelettiques, car elles ne peuvent se contracter volontairement. C'est exact. Et il dépend entièrement du cœur et de son influx. Mais, professeur, je ne comprends pas. Si le cœur ne se contracte pas de lui-même, qu'est-ce qui peut provoquer cet influx ? Puisque ce qui permet au sang de passer du cœur droit au cœur gauche, c'est bien cet influx. Et cette contraction, mais quelle est son origine ? Tu permets ? Anna se repose dans sa chambre. Le voyage depuis Berlin l'a fatiguée. C'est mon domaine, ça. Eh bien, j'ai pas encore la preuve, mais je pense que le cœur comporte un système électrique et que c'est cette stimulation électrique qui lui permet de fonctionner. Soit au myocarde de se contracter. De plus, tu le sais, Lou, le cœur est un muscle. Il suffirait donc de prouver Oui, que le myocarde, qui est un muscle lisse, comme les muscles striés squelettiques, peut réagir à un influx électrique. Or, nous avons déjà prouvé que les muscles striés squelettiques peuvent réagir à ce type d'influx. Il suffirait donc de se poser la question pour les muscles lisses. J'ai peut-être une idée. Oui, ça pourrait marcher. Alors, une idée ? Oui, on pourrait stimuler un muscle, par exemple une cuisse de grenouille, avec un fil de cuivre lié à un courant électrique, après l'avoir disséqué bien évidemment. Et si la stimulation fonctionne, c'est que notre hypothèse est valide. Et alors notre hypothèse est bonne. J'ai une commande à aller chercher à la poste, je reviens. Nous avons déjà démontré cela dans le passé, mais tu peux être très fière d'avoir trouvé cette démarche seule. Je vous remercie de m'avoir fait confiance pour ça. Mais même si... Je sais ce que tu vas dire. Même si nous avons pu prouver que notre cœur pouvait réagir à un influx électrique, nous n'avons pas prouvé que tel était le cas dans la réalité. Mais je pense que nous allons pouvoir le prouver grâce à mon invention. J'ai créé une machine capable de mesurer l'électricité à faible intensité dans le corps humain. Nous pourrons la faire fonctionner sur Hyde. Tu me refais un café, s'il te plaît ? Tout de suite. Quel froid, mais quel froid! Ça a fonctionné? Ne me dites pas que je l'ai loupé. Ça a très bien fonctionné même. Il ne nous reste plus qu'à prouver la présence de l'électricité dans le cœur. Et c'est ce que l'on va faire grâce à la machine du docteur Jekyll, en la testant sur vous, professeur Hyde. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Bien sûr que si, tu sais. Tu es même très heureuse de nous aider dans cette démarche noble et scientifique. Bien, allons-y. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Pour cette expérience, nous allons effectuer un électrocardiogramme grâce à un système EXAO, ainsi qu'un électrode qui va servir à acquérir les signaux électriques du cœur de Anna et du Dr Hyde. Il est relié par des fils au système EXAO, lui-même relié par des fils à un ordinateur. Le Dr Jekyll s'occupe de placer l'électrode sur le cou d'Anna, où son pouls est palpable. Les données sont ensuite recueillies sur le logiciel. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à les exploiter. Lou, le matériel est rangé ? Oui, professeur. Vous avez besoin d'autre chose ?
J'ai préparé quelques questions pour notre cher ami. Je m'intéresse aux symptômes que provoque le passage de l'électricité dans le cœur de notre objet de réflexion. Si tu pouvais m'aider à réaliser cette interview, ce serait très gentil et instructif. Oui, tout de suite, professeur. Je crois qu'il est temps de passer aux explications théoriques. Nous avons maintenant assez d'informations pour l'expliquer. J'ai annoté les schémas pour tout mettre en concordance. Je pense qu'il faut qu'on parle d'abord de l'influx nerveux, aussi appelé conduction cardiaque, dans le cœur. Si tu permets, j'aimerais que Lou débute avec nos informations complémentaires, évidemment. Bien sûr, nous t'écoutons, Lou. Alors, la conduction cardiaque est le système de transmission de l'influx nerveux au sein même du cœur. Le tissu qui est responsable de la transmission de cet influx s'appelle les voies de conduction ou encore le tissu de conduction, et il prend naissance dans l'oreillette droite. L'ensemble des cellules qui composent ce tissu de conduction s'appellent les cellules nodales et prennent naissance au nœud sinusal, situé dans l'oreillette droite comme expliqué avant. Elles produisent un potentiel d'action qui va être transmis à toutes les cellules du myocarde, donc qui est situé tout ici, déclenchant sa contraction qui correspondent aux différentes phases du cycle cardiaque. C'est très bien, Lou. Le potentiel d'action transmembranaire correspond à une variation du potentiel de la membrane cellulaire. C'est la différence qu'il existe entre les deux parties séparées par la membrane, c'est-à-dire le potentiel d'action et le potentiel de repos. Il existe 3 phases représentées au tableau. La phase de dépolarisation est la première. Les ions situés dans le milieu extracellulaire, positif Na+, donc sodium, rentrent dans le milieu intracellulaire. Or, le milieu intracellulaire est chargé négativement. La dépolarisation, provoquée par l'arrivée de ces éléments dans le milieu intracellulaire, entraîne la deuxième phase du potentiel d'action, appelée la repolarisation. Durant cette phase, les ions K+, qui sont dans le milieu intracellulaire, sortent par les canaux potassium afin de rétablir un équilibre dans les charges. Or, les ions potassium sont plus lents à sortir et donc on assiste au phénomène d'hyperpolarisation pendant laquelle la valeur du potentiel d'action est plus faible par rapport à celle du potentiel de repos. La dernière phase est le retour à la valeur du potentiel de repos. Et pendant cette phase, les ions retournent dans leur milieu d'origine, grâce aux pompes sodium et aux pompes potassium. Et ce potentiel d'action déclenche la dépolarisation des régions voisines, propageant le phénomène. Ainsi, le potentiel d'action transmembranaire est un phénomène qui se transmet de proche en proche. Et c'est grâce à ce phénomène que le potentiel émis par le nœud sinusal, signal électrique, provoque la contraction des oreillettes, donc leur systole, puis la contraction des ventricules, la systole ventriculaire. En fait, lorsque le potentiel d'action arrive au nœud auriculo-ventriculaire, il est retenu quelques instants, le temps de la diastole ventriculaire. Puis il est transmis dans le faisceau de His et dans les différentes branches et rejoint le réseau de Purkinje, situé de chaque côté, afin de contracter l'ensemble du myocarde. Il y a bien un signal électrique qui passe dans notre cœur. Mais je ne comprends pas comment vous avez pu trouver tout ça. Nous avons tous nos secrets, n'est-ce pas, Aïd? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais si, cette commande... Ah voilà Anna, Lou, tu vas pouvoir lui soumettre tes questions. Oui d'accord. Hi Anna. Hanna, komm, wir haben einige Fragen für dich. Du wirst dir diese stellen. Ja, natürlich. Hier ist ein Stuhl für dich. Dankeschön. Welche Fragen habt ihr? Also, mein Papier. Ah, ja, hier. Jetzt können wir beginnen. Also,
Wie ist es zu deinem Unfall gekommen? Also, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Es war ein kalter Novembermorgen und es hatte schon die ganze Woche geregnet. Und deshalb wollte ich meine elektronische Heizung anschließen. Und dann bin ich in den Keller runtergegangen, um die zu suchen. Könntest du bitte dich auf die wichtigen Informationen beschränken? Ja, natürlich. Also, als ich die Heizung eingesteckt habe, habe ich plötzlich einen Schmerz gespürt, der durch meinen ganzen Körper gezuckt ist. Und dann bin ich ohnmächtig geworden und das nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Und was hast du gefühlt, bevor du ohnmächtig geworden bist? Mein ganzer Körper hat geschmerzt und mein Herz hat gerast. Ja, an mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Und konntest du auch nicht mehr atmen und alle deine Muskeln haben kontraktiert? Das sind nämlich normale Symptome. Ja, das stimmt, das ist auch passiert. Okay. Und treten diese Symptome manchmal immer noch auf? Ja, manchmal hört mein Herz immer noch kurz auf zu schlagen und das hat mir Sorgen gemacht und deshalb habe ich dann Dr. Jekyll um Hilfe gefragt. Okay. Und treten diese Symptome zu bestimmten Zeiten oder Anlässen auf? Nein, da ist mir nichts aufgefallen. Okay. Vielen Dank für deine Antworten. Wir gehen jetzt zu der Lehrerin und erklären dir alles. Nous avons fini. Je vais tout vous expliquer et nous pourrons conclure sur notre enquête. Comme je le pensais, c'est un accident ménager. Elle a voulu brancher son chauffage électrique et s'est probablement électrisée avec sa main. Avec les symptômes normaux d'une électrisation, avec des arythmies, des évanouissements, des difficultés respiratoires et des contractions musculaires. Elle s'est réveillée à l'hôpital mais elle continue d'avoir des arythmies. Je pense qu'il faudrait que vous vous expliquiez tout et je lui traduirai ensuite. Ça me paraît bien. Bon, Jetty, tu vas pouvoir développer l'aspect physique de cet accident? Oui. Alors, je devrais d'abord expliquer le trajet de l'électricité dans son corps. Elle a probablement touché la fiche de sa main droite, puis le courant est remonté le long de son bras, est passé dans son cœur, dans ses poumons, puis est redescendu jusque dans son pied. C'est le trajet normal de l'électricité dans ce genre de cas, car en effet, on sait que l'électricité cherche à rejoindre la Terre au plus vite. Je suis très étonnée qu'il n'y ait pas eu plus de lésions internes. Ça aurait pu être bien plus grave. Elle aurait pu atteindre le seuil de non-lâcher ou de fibrillation cardiaque. On sait, en effet, qu'il existe différents seuils de résistance du corps à l'électricité. Ces seuils dépendent non seulement de l'intensité du courant qui la traverse, mais également de la durée du passage du courant dans le corps, ou d'autres conditions. Par exemple, si ta peau est humide, ce seuil baisse considérablement. En général, de 0,1 à 0,5 mA, on ne met pas sa vie en danger et on ne ressent que des picotements. Ensuite, de 0,5 à 10 mA, les muscles se tétanisent et on atteint un seuil de non-lâcher qui peut devenir dangereux si le contact se prolonge. En effet, on sait que l'électricité peut provoquer des brûlures internes irréparables. Ensuite, de 10 à 500 mA, on assiste à de la paralysie respiratoire et de la fibrillation ventriculaire qui signifie que le cœur s'arrête de battre de façon brusque et répétée. Au-delà de 500 mA, les chances de survie sont quasiment nulles et on assiste à un arrêt cardiaque. Dans le cas d'Anna, je pense que le courant était seulement de 30 mA ici. Et je pense qu'il aurait fallu 50-75 mA pour atteindre ce seuil et provoquer une mort presque certaine. À toi de jouer pour les courbes, Lou. Alors, les électrocardiogrammes de Anna et de Hyde sont très différents. Mais je pense qu'il faudrait que je commence par expliquer comment fonctionne un électrocardiogramme dit normal. Alors, le schéma que j'ai représenté ici représente l'onde d'un électrocardiogramme normal. En fait, on peut décortiquer l'onde d'un électrocardiogramme afin de le faire correspondre avec les différentes phases
du cycle cardiaque. Ainsi, le premier point que l'on peut observer est le point P. Il correspond à la systole auriculaire ainsi qu'à leur dépolarisation. Ensuite, le segment PQ correspond au temps de transmission de l'influx nerveux depuis le nœud sinusal jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire. Le point Q qui forme ce creux correspond à la dépolarisation du septum interventriculaire. Le point R correspond à la dépolarisation de la masse principale des ventricules. Le point S correspond à la dernière phase de dépolarisation de la masse des ventricules à la base du cœur. Le complexe QRS correspond au déclenchement du nœud auriculo-ventriculaire et à la dépolarisation ventriculaire. Le segment ST correspond à ce que l'on appelle le plateau du potentiel d'action du myocarde, qui correspond au moment où les ventricules se contractent et pompent le sang. Et ce cycle se répète à l'infini, comme les battements de notre cœur en fait. L'électrocardiogramme de Hyde fonctionne sur ce principe en respectant ces normes et ce schéma. De plus, j'ai calculé les fréquences et la fréquence de Hyde est de 65 battements par minute. Sachant qu'un cœur adulte normal au repos bat 70 battements par minute, c'est tout à fait normal. En revanche, celui d'Anna, déjà on peut voir qu'il est très irrégulier, ce qui correspond à des arythmies. Et ici on peut voir que la période T est bien plus courte. Et de plus, sa fréquence est de 120 battements par minute. À cet endroit, et ici, elle repasse à 70 battements par minute. Elle fait donc de la tachycardie. Et je pense que cette maladie est une conséquence de son accident. Et le passage de l'électricité dans son cœur dérègle totalement sa façon de battre et dans son cas l'a accéléré. Le potentiel d'action est perturbé et parfois ces symptômes sont irréversibles. Ce que je pense être le cas, mais il existe peut-être des solutions à ce problème. Ces difficultés respiratoires sont une conséquence directe de l'accélération de son rythme cardiaque. Le sang est pompé plus de fois par minute, il passe plus de fois par minute dans les poumons. Il doit être plus réoxygéné, donc elle suffoque. De plus, elle est paniquée, ce qui aggrave encore les choses. Son évanouissement est une conséquence directe de tous les symptômes de son électrisation. Elle suffoque, ses muscles se contractent, son corps ne suit plus, blackout. Bravo Lou, c'est brillant. Je vais chercher Anna. Oh, reprends-toi, mon Dieu. Bien, je pense que nous avons pu tout expliquer. Il y a des recherches en cours pour trouver des remèdes aux arythmies, mais nous sommes encore qu'aux premiers essais. Et avec le docteur Einstein, nous allons te soigner. Quoi ? Tu as bien entendu, ta formation s'achève. Tu vas devenir l'une des nôtres et j'espère que tu accepteras de rejoindre notre équipe. Tu seras notre collègue à part entière et tu seras chargée du dossier de cette jeune fille. Oh, je ne sais pas comment vous remercier, c'est... Bien sûr, je reste avec plaisir, merci mille fois. Ich habe nichts verstanden. Oh, excuse-moi Anna, viens prendre un café avec nous, je vais tout t'expliquer. On peut dire que c'était bien plus qu'une histoire de cœur.